Oui, le débat se fera tout à l'heure. Quand est-ce qu'il faut sevrer un enfant? Un enfant doit-il téter pendant 2 ans? Pourquoi les femmes n'aiment pas trop allaiter leurs enfants? Est-ce parce qu'elles craignent que leur sein tombe, comme elles ont l'habitude de le dire, ou bien c'est pour vite les remettre aux propriétaires, comme on le dit. En tout cas, on va faire le débat. On saura qui est vraiment le propriétaire, le médecin va nous le dire. En tout cas, nos invités sont déjà sur ce plateau. C'est pour ça que nous avons dit que ce sera intéressant parce que c'est 2 femmes qui savent parler. Oui. Nous avons 2 femmes des médias. Je commence déjà par... Elles sont toutes les 2 sur ce plateau en tant que mère de famille, bien évidemment. On ne les présente plus. Nadège Billon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir... Nopinden. Parce que quand on dit Nopinden, on répond Sejam. Ou bien soit Nopinden aussi. Voilà, ça veut dire bonjour, hein, parce que beaucoup de gens nous demandent Nopinden, ça veut dire quoi? Non, retenez encore une fois que Nopinden, ça veut dire bonjour. Bonjour en Peul. Voilà, elle vient de l'apprendre, ça veut dire bonjour en langue Peul, un peu comme Ekaro, comme Nasuba, comme Mifon quand il y a dans ces langues du Bénin. En face, une autre femme des médias qu'on ne présente toujours pas, Rachida Biomama, bonjour. Ah oui. Bonjour ma chère, bonjour Rock. Bonjour Rach. Bonjour Nadège. Le 23 est sur la une, ça se passe bien là? Ah oui, ça va bien. Ah oui, actuellement c'est elle qui présente le 23 sur la télévision nationale. Elle est aujourd'hui sur le plateau avec nous pour parler du sevrage des techniques qu'elle utilise. En tout cas, on va en entendre beaucoup tout à l'heure. On aura le témoignage, les partages d'expériences et nous aurons le pédiatre au téléphone, le spécialiste, monsieur docteur Romuald Boton, qui va nous donner son avis aussi sur la question. Tout à fait, il sera au téléphone. Pour commencer, j'ai bien envie de demander à Nadège, vous allaitez vos enfants pendant combien d'années? Alors, rebonjour à tous les téléspectateurs. Ah oui. Je suis mère de plusieurs enfants, de garçons principalement. Ah oui? Oui, j'allaite mes enfants, le minimum de temps, c'est 1 an et demi. 1 an et demi. Quand vous dites garçons principalement, ça veut dire que les garçons peut-être plus que les femmes ou les filles? Il n'y en a que des garçons. C'est une que je ne peux pas vérifier, puisque je n'ai que des garçons. D'accord. C'est une allégation que je ne pourrais pas vérifier. Si j'avais des filles et des garçons, je pourrais le dire. Mais on dit que les garçons téteraient plus que les filles. Oui. Donc en moyenne, moi, je donne à téter à mes enfants pendant 1 an et demi. C'est vous qui vous imposez ce rythme-là ou bien ce sont les enfants qui vous l'imposent? Alors déjà, ce n'est pas une imposition parce que imposition dénote de contrainte. Oui, mais si l'enfant réclame tout le temps le sein et qu'il le réclame pendant 1 an et demi et que c'est après ce moment-là qu'il dit bon, ok, va-t'en avec tes seins. Un enfant qui tète en vérité pendant 1 an et demi, il ne vous dira jamais ok, c'est bon, j'arrête. Voilà. Donc je donne à téter à mes enfants pendant 1 an et demi en moyenne parce que je pense que la période de l'allaitement est très très importante dans la vie d'un enfant. Je dis souvent au moment que lorsque vous donnez à téter à votre enfant, c'est plus que du lait que vous lui donnez. Vous lui donnez de l'amour, vous lui donnez de la confiance en lui, vous lui donnez beaucoup de choses. Donc c'est important que cela dure le plus tard possible. Le plus tard possible. Voilà. Mais est-ce qu'1 an et demi, Rachida, peut être considéré comme tard? Nous voyons des enfants qui têtent jusqu'à 3 ans. Voilà. Non, 1 an et demi pour ma part, non, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Moi, pour être honnête, je suis mère aussi de garçons, comme Nadège. Je suis mère de 3 garçons et tous mes enfants, déjà à 1 an, j'arrête déjà à 1 an. Pourquoi? Pas 1 an et demi. Mais c'est pas suffisant. Vous le faites à cause des contraintes professionnelles ou bien c'est pour que les seins conservent leur... non, pas forcément pour ça, parce qu'après 1 enfant, 2 enfants, bon, il faut dire que les seins ne sont plus comme si vous aviez 15 ans ou 16 ans, non, pas du tout. C'est surtout à cause des contraintes professionnelles, parce qu'un enfant qui continue de téter,
c'est beau, c'est vrai, c'est important pour la croissance de l'enfant, mais pour vous, en tant que fonctionnaire, en tant que travailleuse, c'est difficile à vivre parce que vous êtes amené à rentrer tard, à laisser l'enfant très tôt pour rentrer tard le soir. Donc forcément, l'enfant dépend beaucoup de vous et parfois vous êtes au boulot, on vous appelle, il pleure, il a besoin de toi parce que depuis le matin, il n'a peut-être pas eu sa tétée normalement comme il faut. Donc c'est difficile. C'est pour ça que moi déjà, à partir de 6 ou 7 mois, je fais des efforts pour que progressivement, pour qu'au bout d'un an, je puisse quand même libérer un peu l'enfant. Mais vous savez, même si c'est vous qui décidez de libérer l'enfant comme ça, des fois, excusez que je le dise, ce sont les belles-mères parfois qui interviennent et qui disent « Non, mais tu n'as pas à arrêter à sevrer mon enfant. Mon petit-fils ou bien ma petite-fille a déjà 1 an, il faut lui donner à Oui, téter. » c'est vrai que c'est pas facile. Si vous devez tenir compte de l'environnement, c'est vraiment pas facile. Il y en a toujours, il se trouve toujours des belles-mères ou des belles-sœurs ou même des amis ou des proches ou des voisins pour vous dire mais ce que vous faites n'est pas normal. Pourquoi 1 an, aller au moins à 2 ans et tout. Mais écoutez, chacun vit sa situation comme il le peut. Et donc, on fait comme on peut, en tout cas pour accompagner l'enfant le plus possible. Même quand je dis 1 an, vous savez, pour sevrer un enfant, on ne le fait pas du jour au lendemain. C'est progressif. C'est une préparation. Vous préparez l'enfant à accepter cette rupture brutale. Et même, vous allez vous rendre compte que même après sevrage, l'enfant n'hésite pas à tourner autour. Ah ouais. Il tourne autour. Ouais. Il veut toujours... il veut toujours... Oui, il veut toujours gérer ça. C'est son aliment, mais franchement, c'est pointant. Oui, on va en parler tout à l'heure. J'aimerais bien savoir comment procéder pour couper, parce que c'est vrai que de façon brutale, ce n'est pas évident pour l'enfant. Il faut se préparer plusieurs mois à l'avance ou comment vous faites? Alors, il faut dire que chaque maman a sa méthode. D'accord. Sa méthode. Vous utilisez de la quinine aussi? Non. Ce que moi, je fais, dès que je pense qu'il est temps de sevrer l'enfant, j'y vais de façon progressive. L'enfant, déjà, il tète dans la journée, il tète la nuit. Je ne commence pas à couper les tétés de la journée. Donc, en journée, je ne lui donne plus à téter, mais je m'arrange pour qu'il ait une bonne alimentation. Parce qu'un enfant qui est prêt à être sevré, c'est un enfant qui mange. Déjà, normalement, il mange d'autres aliments. Donc, vous vous arrangez pour avoir autour de lui les choses qu'il aime. Voilà. Et vous commencez par ne lui donner que les tétés de la nuit. Voilà. Donc, progressivement, je coupe aussi les tétés de... Voilà, non, les tétés de on va dormir avec. Je coupe les... Oui, parce que l'enfant, il peut téter jusqu'à s'endormir. Il y a des enfants qui têtent jusqu'à s'endormir dedans. Ils soulèvent les pieds, les mains, touchent le deuxième sein. Il est dans son petit cocon de bonheur. Voilà, donc, il est en apprentissage. On coupe d'abord les tétés de la journée. Après, on coupe encore les tétés de on va dormir. Et il ne reste donc que les tétés du milieu de la nuit parce que les enfants, pour la plupart, se réveillent au milieu de la nuit, ils ont faim et tout. Et donc, c'est les dernières qu'on vient à couper. Et c'est les plus difficiles. Parce que ce que l'enfant a fait toute sa vie, puisqu'il est né avec, il est né, vous vous êtes mis à lui donner à téter, ça s'est rentré dans ses habitudes. Donc, il faudra donc y aller progressivement. Forcément progressivement. Comme Rachel a dit. C'est ce qu'on dit, il faut aller progressivement, mais la plupart des femmes n'y vont pas de façon progressive. On utilise beaucoup de méthodes. J'en ai vu, en tout cas pas chez moi. Je me rappelle que maman, elle mettait même de la quinine qu'elle écrasait. Ça fait partie du processus de sevrage. Franchement, parce qu'il y a des enfants qui finissent habitués à la nivaquine, qui est prêt à téter malgré la nivaquine ou la quinine ou même l'aspirine. Ça fait partie du processus de sevrage. Aucune mère, franchement, je n'en connais pas. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent sevrer très tôt leur enfant et tout le reste, mais je ne connais pas de mère qui puisse sevrer son enfant brutalement, non. C'est progressif, c'est toujours progressif. Parce que, comme l'a dit Nadège, il faut déjà commencer à nourrir l'enfant, il faut qu'il ait une autre alimentation en dehors, n'est-ce pas, du lait maternel. Il faut déjà commencer par là. Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime, je ne sais pas, les biscuits, le yaourt, les compotes,
chose, qu'est-ce qu'il aime en réalité. Vous découvrez ça et en fonction de ce qu'il aime, vous faites avec, vous jouez là-dessus. Vous amenez l'enfant progressivement à comprendre que le lait maternel exclusif, non, ce n'est plus pour lui. Il grandit, donc forcément, il devra faire avec. C'est comme ça qu'on procède en réalité. On ne rompt pas brutalement le lien. Parce qu'il faut comprendre que même quand l'enfant cesse de téter pour la mère aussi, c'est pas évident. C'est vrai que c'est une libération, mais vous savez, donner à téter à l'enfant, c'est un lien d'amour qui unit et l'enfant et la mère. Donc, quand l'enfant tète, ça vous fait aussi du bien d'une certaine façon. Non, mais enfin, sérieusement, ça vous fait du bien. Donc, le même bien. Que quoi? Que quel bien? Il est revenu à ça. Non, c'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément la même chose, mais heureusement d'ailleurs. Heureusement. Quand vous donnez à téter à votre enfant, il y a, comment dire, il y a moins de solitude en vous. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un rapprochement, il y a une affection, il y a un échange d'amour et d'affection entre vous et l'enfant qui fait que parfois, vous aussi, ça vous fait du bien. Ça vous console même, dans certaines situations. Donc, voilà un peu. Et c'est beau, hein? Justement, Madame Nadège va également nous dire qu'est-ce que ça fait à la femme lorsque ce contact-là est rompu de façon brutale ou progressive? Avant ça, je tenais à revenir sur une question, la durée de l'allaitement. Ça fait tic dans ma tête et je tenais à dire que si vous êtes maman, vous ne devez pas vous sentir coupable si vous allaitez, vous décidez d'allaiter votre enfant pendant 6 mois, pendant que l'autre veut le faire pendant 1 an ou 2. Non, c'est du cas par cas et chaque mère, je suis persuadée que toutes les mamans veulent donner à leur enfant le meilleur d'elle. Chaque mère, il va selon son expérience et selon ses capacités. Vous n'avez pas à vous sentir gêné ni coupable parce que votre soeur ou la voisine ou la collègue de votre époux allaite ses enfants pendant 2 ans, pendant que vous vous en sentez incapable. Il y en a qui veulent bien, mais parfois leur lait, même si elles sont disponibles physiquement, elles ne produisent pas assez de lait à alimenter l'enfant. Ça, c'est un paramètre. Il y a beaucoup de femmes, mais il y en a également, surtout avec les jeunes dames que nous voyons aujourd'hui qui ne veulent pas que leur sein devienne un peu trop vite flasque. C'est un choix dont il faut qui se mettent même à critiquer celles qui allaitent correctement leurs enfants. Non, comme j'ai dit déjà, il n'y a pas de allaiter correctement. Il y a la décision d'une femme face à un certain nombre d'obligations. Il faut dire que l'homme est un animal social. Enfin, il y a peut-être 100 ans, on attendait d'une femme qu'elle fasse des enfants, qu'elle s'occupe de sa maison et peut-être de son champ. Mais aujourd'hui, on attend d'une femme qu'elle soit sexy, belle, intellectuelle et maman en même temps. On attend de la femme qu'elle ait le corps d'une jeune fille de 22 ans, alors même qu'elle a peut-être 42 ans et 3 garçons comme Rach et moi. On a tous des garçons et 3 garçons justement. Ah oui, bravo. Donc, vous devez comprendre que en fait, il ne s'agit pas de critiquer. Chaque femme fait son choix en tenant compte de sa vision du couple, de sa vision, de son rôle de mère, et c'est tout. D'accord. Et pour répondre à votre question, donc, pour répondre à votre question, quels sont comment le vit la femme? Déjà, moi, quand j'allaite les enfants, je constate que je ne prends pas du poids. Quand j'allaite, c'est une méthode déjà de contraception naturelle et ça marche. Ah oui? Oui, ça marche. Et la seconde chose, c'est que vous ne prenez pas du poids. J'ai constaté, puis c'est l'enfant tête. Tout à fait. Et il vous aide à éliminer naturellement. Et en même temps, comme l'a dit Rach tout à l'heure, c'est un contact avec l'enfant. Il y a des moments où vous pouvez vous sentir seul dans la vie pour une raison, pour une autre, pour des situations données. Et le simple fait de vous dire, de tenir un enfant dans vos bras, de vous dire que celui-là, il dépend de moi. Il m'aime de façon inconditionnelle. Il m'aime inconditionnellement. Il a besoin de moi inconditionnellement.
C'est-à-dire que c'est un moment où, quand tout tombe autour de vous, Oui. vous vous raccrochez à ça et ça vous fait énormément du bien. Vous vous sentez justifié d'exister. Voilà. Et ça fait énormément du bien. Les mamans pourront me dire... Mais si vous, les femmes, vous profitez de tout ça. Les pères, ils profitent de quel moment alors? Non, sérieusement, elle a dit quelque chose d'important. Vous savez, on peut être maman et sexy. Ah oui. D'ailleurs, le monde actuel nous l'impose. Voilà. Parce qu'on fait, nous vous voyons bien. Non, mais sur le plateau. parce que c'est difficile. Parfois, on vous dit, mais toi, tu viens d'accoucher, c'est quoi? C'est quoi ce que tu portes là? Mais non, la vie doit continuer. Aujourd'hui, la maternité n'est pas un frein, pas du tout. Pas du tout alors. Vous savez, quand vous allaitez, c'est un peu pénible parfois de rentrer dans certains habits. Ouais. Surtout quand vous travaillez comme nous, vous êtes appelé à être au dehors tout le temps. À des heures données, c'est pour vous dire jusqu'à quel point le contact, le lien, je veux dire, entre la mère et l'enfant est très fort. Quand à la maison, l'enfant réclame le lait maternel, vous le sentez. Il y a comme un gonflement au niveau des seins. Oui, et ça fait mal. Ah oui, voilà. Vous êtes papa, vous vivez ça avec Bien nous sûr. en réalité. Vous vivez ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc parfois, il y a des femmes qui... à cause de cela, se négligent, se disent non, le temps de la maternité, ça va passer, après je vais me reprendre. Mais non, votre féminité ne doit pas s'arrêter, non. Parce que papa doit vous désirer encore plus que d'habitude. Voilà. Avant papa, oui, il y a vous-même, voilà. Oui. Je dis souvent Il aux faut être femmes bien dans son que corps. vous êtes d'abord belle pour vous, après pour votre époux et maintenant pour les autres. Voilà. C'est très important de se regarder et de se trouver jolie. Mais est-ce que c'est toujours évident? Parce que c'est un vrai changement. Peut-être c'est que la femme se rend compte que rien n'a plus d'importance parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a ce lien qui vous unit. Elle fait fi de tout, donc du coup, elle oublie de prendre soin de l'esprit. Ça, c'est au niveau de la femme, c'est un travail personnel. D'accord. Et ça dépend de chaque femme. Ok. Et c'est pour cela que je dis même à ma petite sœur, je leur dis, mais écoutez, la grossesse, c'est vrai, c'est beau. Quand on accouche, c'est vrai, c'est encore plus beau. Ça vous prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais il ne faut pas s'oublier, Nadège l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas s'oublier. Il faut prendre soin de son corps. Ouais. Parce que sinon, après, c'est difficile. Vous prenez des kilos et puis vous devenez l'ombre de vous-même. C'est pas facile après. Il faut prendre soin de soi. Il faut s'habiller, il faut se faire plaisir. C'est même le lieu. C'est le lieu de faire plus que d'habitude. Ah oui. Vous vous renseignez sur le lait qu'il faut pour garder encore l'élasticité de votre corps. Vous vous renseignez sur... Il y a des habits qui sont amples, mais qui sont sexy. Vous êtes bien dedans, vous êtes jolie en tant que mère. Il ne faut pas se négliger. C'est un moment capital pour reprendre confiance en soi. Parce que si vous ne savez pas faire la maternité, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait douter de vous. Parce que votre corps, il change. Et vous vous rendez compte que, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous regardez dans le miroir, vous dites, mais c'est moi ça. C'est pas possible. C'est le lieu de reprendre confiance en soi et de sourire à la vie. Parce que la maternité, les enfants, ils viennent pour illuminer votre vie et non pour vous assombrir. Wow. Ça, c'est parole d'une bonne mère. Voilà, dites-moi, Nadège, avant la prochaine question que je vais vous adresser. Racha parlait tout à l'heure de l'aspect physique, de la prise en charge de soi suite à une maternité. Je veux insister sur l'aspect psychologique parce que votre corps change et si vous ne faites pas attention, votre mentalité, votre psychologie aussi va changer. Vous allez douter de vous. Les gens autour de vous vont vous faire douter de vous. Et je veux vous dire que un enfant ne vient pas pour partir. Quand il vient définitivement. On va même dire amen, c'est ce que nous souhaitons. C'est ça. Donc c'est important que vous l'intégriez dans votre vie, mais que vous n'oubliez pas que vous avez votre vie. À part la vie de mère, à part la vie d'épouse, de collègue et de tout ce que vous voulez, vous avez une vie. Il est important, j'appelle ça du self-love. Il est important que dans cet imbroglio de programmes et d'obligations que vous avez envers les autres, il faut que vous reconnaissiez que vous avez des obligations envers vous-même. Donc, vous devez prendre du temps de qualité pour vous-même. Décidez que dans une journée, vous avez besoin de 30 minutes à 1 heure, soit pour siester, pour lire un livre ou juste pour aller rigoler sur les réseaux sociaux. D'accord. Dites-vous que vous en avez besoin, mesdames. Très bien. Nous allons voir du côté de nos chers concitoyens ce qu'ils pensent aussi du sevrage, de la façon dont beaucoup de femmes allaitent les enfants, font le sevrage également. Et à quel moment faut-il sevrer un enfant pour son bien-être ou quelles sont les conditions dans lesquelles on peut être
amené à nourrir plus longtemps son enfant au lait maternel ou à le sevrer plus tôt? Nous allons les écouter. Pour le sevrage des enfants, il y a plusieurs manières parce que cela dépend de l'âge de l'enfant. Il y a un âge donné qui est l'idéal selon les médecins. Mais compte tenu des activités de chaque femme, on n'arrive pas à faire le sevrage à cet âge-là. L'enfant qui est sevré normalement, c'est à 1 an qu'on doit sevrer l'enfant. Mais il y a d'autres qui font jusqu'à 2 ans. Il n'y a pas de conséquences. En tant que père de famille, moi je ne serai pas là et voir un enfant pleurer pour ne pas être servi. Ça c'est clair. Et là, c'est comment faire pour aider maman à ne pas être fatiguée de l'enfant qu'on va chercher. Les moyens, s'il y en a, on met les moyens pour que l'enfant soit bien sevré. On le fait des fois avant l'âge requis. Mais comment moi je procède? Je vais d'abord voir le médecin. Si l'enfant est trop petit, je vais voir le médecin pédiatre qui me conseille sur les dispositions à prendre pour pouvoir faire un bon sevrage à mon enfant. Et là, tout ce qu'on me recommande comme vitamines ou bien mets à préparer à l'enfant, je les exécute. Avoir un enfant sain, un enfant en bonne santé, pour ne pas aussi surtout fragiliser le système immunitaire de l'enfant. Souvent pour les enfants là, il y a les oranges, qu'on a même conseillé d'éplucher et de tout manger. Mais pour les petits enfants là, c'est seulement le jus qu'on doit leur donner et puis ça va. La carotte là, on peut faire ça en jus et leur donner aussi. C'est des choses qui donnent l'alimentation à l'enfant. Il y a les spaghettis, les vermicelles, les œufs. Les jeunes mamans, même s'ils ont l'expérience, est-ce qu'ils ont les moyens tels que je l'ai dit? C'est les moyens qui sont l'essentiel. Je vais leur dire de se rapprocher de l'hôpital, des pédiatres surtout, qui vont leur donner les conseils nécessaires parce qu'on croit tout connaître. On se dit aussi, les recettes de belle-mère, de grand-mère, et on se donne au sevrage sans rien comprendre. Sachons quelque chose, tous les enfants n'ont pas les mêmes problèmes. Tous les enfants ne sont pas nés avec les mêmes poids. Et ce n'est pas ce que tu as fait à X qui convient à Y. Il y a des enfants qui sont allergiques à des repas donnés. Et lorsque toi, tu veux faire sevrage, on te conseille de donner ces repas aux enfants parce que ça va leur donner du bien. Si quelqu'un fait son enfant là, la personne a qu'à essayer de donner, à téter l'enfant jusqu'à au moins 1 an et demi. Voilà. Ah oui, nous avons entendu beaucoup de choses. Il faut laisser l'enfant téter jusqu'à 1 an et demi. Il y en a une qui le fait sur ce plateau, l'autre ne le fait pas comme cela. On a dit les enfants ne sont pas nés avec le même poids, justement, donc il ne faut pas appliquer la même stratégie de sevrage. Vous avez d'ailleurs écouté, je vous permets de réagir sur tout ce que vous avez entendu de nos chers concitoyens. Merci Roch. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. J'ai retenu surtout que les enfants sont divers. Oui. Vous ne pouvez pas appliquer à votre enfant A ce qui a marché et dire obligatoirement que ça va être pareil pour le cadet. Chaque enfant a sa personnalité, chaque enfant a ce qu'il aime et on ne finit jamais de connaître. Il faut se rapprocher des professionnels parce que nous sommes mamans, c'est vrai, mais il y en a qui ont appris. Et ils savent ce qu'il faut faire. Donc voilà. Voilà, justement, puisque vous parlez des techniques, nous avons entendu des gens qui nous ont dit des conseils de belle-mère et tout. Mais dans ce cas où toutes les personnes vous donnent certains conseils, est-ce que vous savez toujours faire la part des choses? Alors, j'avoue que les premiers enfants, les aînés, je crois que c'est un peu comme des cobayes. Les aînés sont un peu comme des cobayes. On y va, on suit le conseil
de grand-mère, on suit les conseils d'X ou d'Y. Et finalement, on trouve le juste milieu parce que l'enfant vous aide à le connaître. D'accord. Voilà. Il n'aime pas un repas, vous ne pouvez pas lui imposer parce que belle-maman vous a dit que c'est ce que son papa a pris quand il avait le même âge. L'enfant vous dira non. Et puisqu'il faut bien le nourrir, vous allez forcément finir par trouver ce qu'il faut pour lui. Une chose est sûre, chaque enfant a son identité qu'il faut respecter. Alors, nous allons également recevoir l'avis de Rachida sur ce que vous avez suivi, la Vox Pop qui est passée. Bon, il faut dire que les avis ne sont pas trop éloignés de ce que nous avons dit sur le plateau. Chaque enfant, donc, comme l'a dit Nadège, a son identité. Pas question de vouloir à tout prix appliquer ce qu'on a fait sur le bébé X avec le bébé Y. Il faut juste apprendre à connaître son enfant, l'étudier, voir ce qu'il aime, lui donner ce qu'il aime. Et donc, le processus de sevrage aussi, il faut le faire progressivement. Je pense que c'est ce qu'ils ont tous dit. Ah oui, très bien. C'est le moment d'établir la liaison téléphonique avec Dr Romuald Beauton. Il est pédiatre, il est médecin de l'armée, si je le présente bien. Bonjour, docteur. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Ah oui, nous vous voyons d'ailleurs très souriant, très souriant dans votre belle tenue de médecin de l'armée. Voilà, vous suivez le débat avec nous. Nous parlons aujourd'hui du sevrage des enfants. On estime, certains pensent qu'il faut nourrir l'enfant au lait maternel jusqu'à 2 ans et même plus, d'autres 1 an et demi, d'autres encore 1 an, mais il y en a qui aussi pensent que pendant 3 mois déjà, c'est largement suffisant. En tant que pédiatre, qu'est-ce que vous conseillez concrètement? Vraiment, merci beaucoup pour cette question qui revient souvent. Et j'ai même fait un post là-dessus sur mon blog Pédiatrie Astuces. En fait, l'idéal pour le sevrage, c'est 2 ans. C'est ce que l'OMS recommande. 2 ans. 2 ans, 24 mois, c'est ce que l'OMS recommande. Exclusivement au sein maternel ou bien mélangé avec d'autres nourritures? Non, il faut dire que l'allaitement maternel exclusif, c'est jusqu'à 6 mois. D'accord. L'allaitement maternel exclusif, c'est jusqu'à 6 mois. C'est bien de faire la précision. En fait, à trois protections qu'elle donne à l'enfant. La première protection, c'est la protection nutritive. Elle permet à l'enfant de grandir et de pouvoir se nourrir. La deuxième protection de l'allaitement maternel, c'est la protection immunitaire. C'est-à-dire que le lait de la maman contient des anticorps qui protègent l'enfant. Et puis la troisième protection de l'allaitement, la protection en fait affective. C'est-à-dire qu'il y a un lien d'affection qui se crée entre la mère et l'enfant grâce à l'allaitement. Et tout ça fait partie de la protection de l'enfant. Et donc, on demande en fait, idéalement c'est 24 mois, mais à partir de 18 mois déjà, on peut déjà progressivement commencer déjà le sevrage. D'accord. Alors, pour le sevrage, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser? Il y en a beaucoup. Vous avez entendu également les concitoyens en parler, les techniques qu'on utilise également. Beaucoup, parfois, utilisent des techniques sauvages pour sevrer leurs enfants. Comment sevrer? On met la Nuvacine sur le sein, on coupe le sein. Voilà, exactement. Ou bien on la prend, on met la bande là-dessus. Pour empêcher l'enfant de téter. Oui. En fait, il ne faut pas faire ça. Il faut faire en fait le sevrage de façon graduelle. C'est très important parce que je vous ai dit qu'il y a un lien d'affection entre la mère et l'enfant. Il ne faut pas le couper d'un seul coup. Il faut le faire de façon progressive, sinon vous pouvez brusquer l'enfant. Il faut en fait commencer tout petitement, en lui refaisant d'abord, on ne refuse pas le sein du jour au lendemain, non. Il faut commencer déjà par allonger d'abord la durée des tétées. C'est-à-dire qu'au moment, si par exemple vous donnez à téter toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures, au lieu de donner toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, vous allongez déjà. Vous allez déjà à toutes les 5 heures ou toutes les 6 heures, pour attendre qu'il ait vraiment fait avant de lui donner la tétée. Donc, progressivement, vous diminuez déjà la tétée, vous voyez. Parce que si vous donnez par exemple 6 fois à tétée par jour, et que vous allez après à 4 fois par jour, je rencontre qu'il ne fait que 4 fois.
Après 2 semaines, vous allez à 2 fois par jour, à 3 fois par jour. Et progressivement, il va se rendre compte en fait qu'il va commencer par ne plus solliciter le sein. C'est ça. En dehors de ça, il faut remplacer en fait rapidement les tétés qui manquent. On peut presser son lait, même si on ne lui donne pas le sein, presser le sein dans un biberon et lui en donner. Ou compléter avec du lait artificiel, du lait de vache, mais qui soit enrichi par autres nutriments pour pouvoir compléter. Parce que déjà à partir de cet âge-là, l'enfant est déjà au plat familial à partir de 12 mois. D'accord. Donc il faut progressivement introduire autre chose à la place des tétés. Donc il faut retarder les tétés. Et il faut, si vous avez par exemple l'habitude de vous asseoir quelque part pour lui donner la tétée, l'enfant il a pris son petit confort. Pour commencer le sevrage, il faut changer d'endroit. D'accord. Alors, docteur, dites-nous, quand l'enfant commence à beaucoup pleurer, vous avez parlé tout à l'heure de rallonger l'heure, passer de 3 heures peut-être à 5 heures, mais lorsque l'enfant n'a pas faim mais pleure beaucoup, quelle attitude la maman peut avoir dans ce... En fait, c'est le mauvais comportement de toutes les mamans depuis 15 ans que l'enfant est petit. En Afrique, on a l'impression que les pleurs, ça veut forcément dire qu'il faut donner le sein. Et on donne cette habitude-là à l'enfant depuis qu'il est petit. Oui, on dit c'est un calmant. Et par la tétine, par exemple. Oui, on a toujours l'impression qu'un enfant pleure, il veut forcément dire qu'il veut téter. Non, un enfant peut pleurer parce qu'il a juste envie que vous le tenez. Il peut pleurer parce qu'il a juste envie que vous lui donnez quelque chose autre chose. Il veut pleurer parce qu'il a peut-être juste envie de prendre un jus. Donc, au lieu de lui donner le sein, qu'est-ce qui vous empêche en fait de tirer votre sein et de lui proposer le biberon, le même lait maternel là dans le biberon? Mais docteur, curieusement, on constate que quand l'enfant pleure et que vous lui donnez le sein, il se tait automatiquement dans la plupart des cas. À cet âge-là, en fait, le sein en fait n'est plus riche pour lui. À 2 ans, en fait, le sein ne contient pas d'éléments nutritifs qui puissent en fait le calmer. Donc c'est le lien affectif en fait qui reste. Je vous ai dit, il y a 3 protections. Il y a la protection nutritionnelle, la protection immunitaire et la protection affective. Donc, c'est ce lien affectif-là qui est déjà en place là que l'enfant entretient. Et vous allez voir souvent, les enfants font du chantage. Bien sûr. Il sait que s'il pleure, on va lui mettre le sein dans la bouche. C'est juste parce qu'il a envie en fait de se faire câliner. Oui. C'est vrai qu'ils font du chantage, ils ont envie de se faire câliner. Parfois... Ils savent que s'ils font du chantage, la maman va céder. Oui. Est-ce que parfois ce n'est pas une manifestation du complexe d'Oedipe? Ils discutent le sein avec le propriétaire. Non, c'est vrai qu'il y a le complexe d'Oedipe, mais lui commence en fait à partir de 3 ans. Mais certains enfants commencent déjà un peu plus tôt. Vous allez voir très tôt, certains enfants déjà commencent pas à montrer, ils ont du caractère. Ils commencent pas déjà à montrer qu'en fait je veux prendre la place du papa. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut aller progressivement, parce que si vous lui coupez, il se rend compte, mais il va se dire, j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. Moi, je vois des enfants qui, à 6 ans, ils disent, maman ne m'aime pas. Je dis, mais si maman ne t'aime pas, pourquoi est-ce qu'elle t'a mis au monde? Je ne sais pas. C'est ça. Alors, voilà, c'est parce qu'il ne comprend pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on lui fait certaines choses. Alors, quand on veut faire le sévrage, il y a une chose qui est très importante. Il faut commencer par parler avec les enfants. Je dis souvent aux gens, nous les adultes, en fait, on ne parle pas assez aux enfants. Un enfant, on le parle déjà depuis 2 mois de grossesse. Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire concrètement pour qu'il sache que, bon, à partir de tel moment, il faut qu'il laisse le sein? Il faut commencer par lui montrer que tu es un grand garçon, tu ne sais plus les seins ne vont plus te suffire. Donc, à partir de maintenant, je vais commencer par mettre autre chose. Ah non, tu attends un peu. Parce qu'il a déjà 2 ans, donc il s'exprime déjà. Non, tu attends un peu. Là, tu veux manger, si tu veux manger quelque chose, je ne peux pas te faire têter maintenant parce que maman est occupée. Maman va te donner telle chose que tu sois en train de manger, que tu sois en train de faire pendant que, après, tu vas pouvoir têter. Donc, il faut en fait discuter. Souvent en Afrique, on considère les enfants comme des bambins. Donc, on dit, il ne comprend pas. Je lui dis, mais je dis souvent aux parents, mais parlez à votre enfant de 1 an, mais qu'est-ce qu'il comprend? J'ai dit, mais il comprend tout. Il comprend, effectivement. Il comprend tout. Donc, il faut lui parler, il faut échanger avec lui. D'accord. Nous, les adultes, on impose aux enfants ce que nous, on pense, sans forcément leur demander leur avis. Mais docteur, pour lui parler, est-ce qu'il faut lui dire qu'après son usage du sein maternel, le sein doit appartenir à quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas besoin.
il sait naturellement en fait que l'enfant, il comprend. Bien que pour pouvoir même ça, vous m'interrogez sur le complexe de type. Il faudrait qu'il comprenne, par exemple, quand l'enfant commence par à adopter une certaine affectivité un peu trop poussée envers sa mère. Il faut que la mère est en train de lui dire, ah non, tu m'excuses, mon champion, mais je ne suis pas ton amoureuse. Je suis l'amoureux de papa. Voilà, je suis l'amoureux de papa, donc arrête de faire le bébé. Arrête de faire comme si je suis ton amoureuse. Voilà. Et docteur, oui. À partir de quel moment on peut dire que le sein n'appartient plus à l'enfant? Quelle période? Parce que beaucoup de mamans se posent la question. À partir de quelle période? En fait, si on veut être puriste, normalement, on appelle les dents de lait les dents qui poussent de 0 à 5-6 ans. Donc, normalement, là, si on veut être puriste, l'enfant doit téter jusqu'à 5-6 ans. Mais, comme nous sommes en fait dans une société où la femme doit travailler, où la femme a d'autres occupations, elle ne se fait pas que s'occuper de l'enfant, ou elle doit faire autre chose que s'occuper de l'enfant. Donc, idéalement, à partir de 2 ans, le sein ne devrait plus appartenir à l'enfant. Donc, le sein revient à papa. Voilà. Donc, j'ai l'habitude de dire allaitement maternel exclusif. Docteur. De 0 à 6 mois. Docteur, il y a 6 mois à 2 ans, allaitement mixte paternel et maternel. D'accord. Très bien. Et docteur. À partir de 2 ans, allaitement paternel exclusif. Ah, ok. Donc, à partir de 6 mois déjà, non, il y a une question. Il y a une question ici. Madame Nadège Billon, sur ce plateau, me demande de vous demander si les deux peuvent utiliser le sein simultanément. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Docteur. Nous avons parlé dans la reprise, nous avons parlé dans notre post sur le blog Pédiatrie Astuces, dans la reprise du rapport sexuel après l'accouchement. Mais c'est très important, la femme a besoin de ça pour s'épanouir. Mais docteur, l'homme va recevoir, le papa va recevoir du lait dans... Est-ce que ça ne crée pas un problème de santé à son niveau? Non. Non. Le seul problème que ça va créer, peut-être, c'est un problème de goût. Il ne va pas peut-être apprécier le goût parce que c'est un lait exclusivement réservé pour les bébés. Mais aucun problème de santé. Le fait est là. Il y a certaines mamans, quand par exemple elles ont des engorgements, ma mère est un peu trop poussée, on demande au papa de tirer le sein avec sa bouche parce que le bébé n'a pas assez de force pour pouvoir vider. Mais là, il crache après. Oui, s'il veut avaler la balle, docteur. Ça ne lui fera aucun mal. Ça ne lui fera aucun mal. Et il faut, en fait, vous ne savez pas une chose. Quand une femme a déjà mis au monde, même quand elle a 60 ans et qu'elle est déjà ménopausée, elle peut toujours donner à téter. Donc, oui, qui a dit là-bas? Quand une femme a déjà mis au monde, et justement c'est pour ça dans les pays en guerre, où je suis déjà parti plusieurs fois, vous allez voir, les grands-mères allaitaient leur petit-fils. Parce que l'enfant a perdu sa maman à la naissance. Mais là, il n'y a plus rien dedans, non? Oui, mais au moins ça crée au moins le lien d'affectivité. L'enfant ne va pas être sevré. Il a déjà perdu l'affection de sa mère. Il ne faudrait pas qu'il perde l'affection maternelle. En fait, on lui donne une mère de substitution. Vous comprenez, non? D'accord. C'est pas qu'il y a quelque chose dedans, mais au moins il va créer ce lien d'affectivité-là. D'accord. Quel que soit, si vous allez voir une femme qui a déjà accouché, si elle a même 50 ans, si vous êtes en train de lui faire avoir des rapports sexuels avec elle, et que vous tétez un peu trop de façon poussée, et qu'elle est emportée, vous allez voir le lait sort. Oui, le lait sort bien même, avec bonus dessus. Alors, encore une question, docteur Bouton. Quand vous dites que les deux peuvent utiliser simultanément, est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il faut désinfecter, par exemple, laver? Le lait n'est pas... Attendez, dites-moi, sincèrement. Le lait n'est pas une maladie. Voilà, les seins ne sont pas malades. Est-ce que la femme est savait aller se plonger dans c'est la bouche de papa? Et puis après, ils finissent d'avoir leur rapport sexuel, le bébé a envie de téter, il tète tranquillement. Mais à partir du moment où le lait n'est plus celui qui doit sortir normalement, est-ce que vous ne pensez pas que ça
puisse contenir des germes qui vont nuire à la santé? Non. Si ça contenait des germes qui allaient nuire à la santé, on n'allait pas demander à une grand-mère d'allaiter en fait son enfant, son petit enfant. D'accord. Vous imaginez, dans les pays en guerre où par exemple on perd une femme à naissance et on demande, ou bien on demande à n'importe quelle femme qui ait déjà été mère d'allaiter un enfant qui a perdu sa maman. D'accord. Si Très ça bien. contenait des germes, c'est ce que je dis souvent. Oui. Dieu, c'est quelqu'un qui est très intelligent. En fait, tout est programmé dans le sein de sorte que ce soit stérile. Tout est programmé dans le sein de sorte que ce soit stérile. S'il n'y a pas un microbe qui est venu de l'extérieur pour s'ajouter en fait au sein, pour pouvoir créer une infection, le lait du sein est stérile et vraiment, et je vous ai dit encore, il y a une protection immunitaire. Il est riche en anticorps, il protège l'enfant. Donc au contraire. Le papa aussi? Non, mais le papa, ça ne lui servira à rien parce qu'il a déjà ses propres anticorps. D'accord. Oui, docteur, nous n'allons pas vous laisser partir. Il y a une préoccupation J'ai une question, docteur. Les mamans qui sont obligées d'arrêter l'allaitement, soit parce qu'elles ont perdu le bébé ou soit parce qu'elles ont une maladie, qu'est-ce que vous leur recommandez pour pouvoir couper le lait? Pour pouvoir couper le lait, en fait, il y a des méthodes simples qu'on appelle par exemple, il y a l'aspirine, qui marche très bien. Il y a des médicaments qu'on appelle la bromocriptine, qui marche assez bien. On n'en trouve pas pour pouvoir en fait couper la production de lait, parce que le lait, en fait, il est produit par le cerveau. Hein. Et il est produit par le cerveau. C'est dans le cerveau c'est le cerveau qui donne l'ordre. Ah bon. Pour produire le lait. Ah oui, c'est le cerveau qui donne l'ordre. Mais pourquoi on demande aux femmes allaitantes de bien manger? Ah, j'ai entendu tout à l'heure, en fait, et comment on appelle ça? Il y a une maman qui parlait, qui disait qu'on prend du poids. En fait, sincèrement, ça n'a aucun sens. Une femme allaitante n'a pas besoin de manger plus que cela ne se doit. Ah bon? J'ai bien fait un post là-dessus, j'ai mis allaitement et alimentation de la mère. La seule chose qu'elle a à faire sur le bloc pédiatrique, vous allez voir, allaitement et alimentation de la mère. La seule chose qu'une femme allaitante doit faire, c'est manger bien et manger équilibré. En fait, mais c'est pas ce qu'on nous a toujours dit. Quand on allaite, surtout quand l'enfant tète beaucoup, on a envie de manger. Nous avons un problème en Afrique, en fait. Nous sommes en fait issus d'un peuple, en fait. Nous sommes issus de peuples qui avaient 3 types de culture. Nos aïeux étaient chasseurs, cultivateurs et pêcheurs. Donc, en fait, notre alimentation est à base de glucides. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, on mange beaucoup la pâte, on mange beaucoup le foufou, on mange beaucoup l'igname, on mange beaucoup ceci. Tout ce qui est riche en glucides, c'est notre alimentation. Et donc, du coup, nos parents ont imprégné dans leur mémoire interne qu'en fait, c'est parce qu'on mange beaucoup ceci que, en fait, le lait est produit. Donc, la pauvre maman, quand elle accouche, on la gave de glucides. On la gave, j'emploie le mot bien clair, on la gave de glucides. En lui disant, si tu te gaves correctement, tu vas pouvoir produire beaucoup de lait parce que de façon ancestrale, c'est ce qu'on mangeait. Oui, et réellement, quand les femmes mangent ces nourritures, effectivement, le lait sort en quantité. Justement, je vous ai dit que le lait sort d'où? Le lait est produit par le cerveau. Donc, si tu gaves, et puis tu te dis dans ta tête, mais ça va sortir, puisque c'est le cerveau qui produit le lait. Donc finalement, tout se passe dans la tête. Si dans ta tête, tu es tranquille et que tu te dis, mon lait va sortir, même si tu ne te gaves pas, le lait sortira. Mais quand tu te gaves, tu apaises le sens du cerveau qui dit, mon lait va sortir, mais le lait sera bien produit. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Voilà, donc il faut juste manger, en fait, équilibré et bien. D'accord. Et c'est ce qui se passe, en fait, et je suis en train de préparer un post là-dessus, où les femmes africaines disent souvent, je suis tombée enceinte et je n'ai pas réussi à perdre du poids. J'ai dit oui, madame, vous n'avez pas réussi à perdre du poids parce qu'en fait, pendant tout l'allaitement, vous vous êtes gavé. Et donc, du coup, les suppléments de glucides que vous vous êtes donnés, vous avez ingurgité et qui vous ont donné une prise de poids excessive, vous n'arrivez plus à les perdre. Et plus vous vous gavez, plus vous augmentez la taille de l'estomac. Et plus l'estomac est gros, plus vous avez du mal à faire le retour après. Ok, d'accord. Vous voyez un peu. D'accord. Donc, je donne par exemple un exemple simple. Vous allez voir, vous allez en Europe, les femmes, elles prennent du poids pendant la grossesse, mais elles accouchent, elles reviennent à la normale. Pourtant, elles donnent la tétée à leurs enfants. D'accord.
Parce que là-bas, dans leur culture, ils ont déjà pris l'habitude de manger de façon équilibrée. Donc, ce n'est pas en fait en gavant la maman de glucides qui va produire beaucoup de lait ou pas. C'est plutôt quand l'environnement familial est apaisé. Vous allez voir, une dernière question avant de vous laisser partir. Hein. On entend souvent dire que les garçons têtent généralement plus que les filles. Est-ce que c'est confirmé? On a entendu beaucoup de mères le dire. Hein, quand je finis d'allaiter mon enfant, mon garçon, j'ai automatiquement faim. Alors, c'est vrai. C'est vrai, c'est complètement vrai, mais aussi ça s'explique, c'est physiologique. Il faut dire en fait que le garçon n'est pas à l'aise dans le ventre de sa mère. Oui, quand un bébé garçon est dans le ventre de sa mère, il n'est pas du tout à l'aise. Parce qu'il produit en fait de la testostérone, pendant que la mère produit de la progestérone, de l'estrogène, donc ça le gêne. Et vous allez voir à la maternité, souvent quand un garçon naît, il a du mal en fait à pouvoir crier. Il ne crie pas beaucoup, il crie faiblement. Mais moi, quand je suis dehors, quand j'entends le cri d'un bébé, je sais que c'est une fille qui est née. Elle crie déjà même, elle crie à la sortie, tu sens que tout l'hôpital sait que c'est une fille qui est née. Parce qu'en fait, elle était à l'aise dans le ventre de sa mère. Elle produit les mêmes hormones que sa mère. Et donc, en fait, pas phénomène de compensation, le garçon essaie de rattraper. D'accord. Il essaie de rattraper cette faiblesse. En fait, la maman l'a affaibli pendant la grossesse. La maman produit des hormones qui le gênent. Et donc, quand il naît, il est là, il est beaucoup plus calme que la fille. D'accord. Oui. Et donc, par phénomène de compensation, il essaie de rattraper. Et physiologiquement, notre testostérone que nous produisons, en fait, nous rend beaucoup plus gourmands que les filles. Ah, d'accord. C'est pour ça que les hommes en veulent toujours plus. Je n'ai jamais dit ça. Merci beaucoup, docteur. Ils rend beaucoup plus gourmands, alors que la progestérone des femmes les rend beaucoup moins gourmands. Merci. Naturellement, les femmes sont des petites mangeuses et physiologiquement, les hommes sont des gros mangeurs. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. On a beaucoup appris de votre intervention ce matin. On a pris beaucoup de notes. Nous allons faire rapidement un dernier tour de table en 30 secondes. Vous allez, Madame Nadège Bion. Alors, je suis très heureuse d'être passée ce matin. Quand on m'a dit sevrage, je ne savais pas qu'il y aurait tant de choses à dire. J'ai énormément appris et j'ai une astuce que je voudrais partager avec toutes les mamans. C'est que dès que vos seins ont commencé à se développer pendant la grossesse, parce que à la fin de la grossesse, les seins sont beaucoup plus développés. Commencez pas à les masser avec du beurre de karité. Commencez déjà par masser vos seins avec du beurre de karité. Pendant l'allaitement, vous massez toujours avec le beurre de karité et un peu après, vous continuez. De toute façon, c'est bon pour le corps et ça permet à votre sein de rester toujours ferme. De retrouver sa tonicité. On en a besoin. Oui. Vous êtes l'épouse de quelqu'un, il faut assurer. D'accord. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Oui, Rach. Non, mais bon, c'est comme elle a dit, j'ai beaucoup appris, franchement. Je félicite d'ailleurs le médecin parce qu'il sait expliquer les choses avec des mots simples. Tu vois, il y a des gens qui vous diraient les mêmes choses, mais dans un français pas facile d'accès. Donc, j'ai beaucoup appris. Et il faut dire, comme Nadège l'a si bien mentionné tout à l'heure, le beurre de karité, c'est l'allié premier de la femme, franchement. Et même pour le ventre, vous massez votre ventre avec... C'est vrai qu'on n'a pas souvent la patience de le faire. Les obligations du quotidien, parfois, nous embrouillent et puis on n'arrive pas à le faire. Mais essayez, le beurre de karité, c'est vraiment quelque chose... C'est une astuce vraiment, on va dire, efficace. Très efficace. Très efficace. Et efficace. D'accord. Voilà. Et dire aux femmes, mesdames, ne vous oubliez pas, on peut être mère de 5 enfants et être belle, et être sexy. L'important, c'est d'être bien dans sa peau et plaire à papa et se plaire aussi. D'accord. Merci à vous. Docteur, je vous permets de dire en 30 secondes votre mot de fin très rapidement. En 30 secondes, je vais simplement dire que c'est important en fait, de procéder en fait, au sévrage de façon graduelle pour ne pas brusquer le bébé. D'accord. Et il faut progressivement remplacer les tétés par du lait maternel
ou par le menu familial, mais de faire de façon progressive. D'accord. Et surtout, ne pas oublier qu'à partir de 6 mois, il faut supplémenter en fer jusqu'à l'âge de 5 ans. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, supplémenter en fer à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans. Oui. Parce que, en fait, notre régime alimentaire est beaucoup plus riche en glucides qu'en protéines en Afrique. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis, si votre bébé n'a pas envie de prendre au biberon, il ne faut pas le forcer. D'accord. Il faut le laisser aller à son rythme. Et il ne faut pas surtout affamer l'enfant pour l'obliger, en fait, à accepter le sevrage. D'accord. Très bien. Parce que des techniques, en fait, qui ne sont pas du tout, qui sont délétères pour l'enfant. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. C'est fini. Le C, il appartient à qui? À papa ou au bébé? Aux deux simultanément, je crois. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, on a beaucoup appris de cette thématique de sevrage des enfants. Nous disons merci à vous qui avez participé et qui avez également suivi cette discussion. Nous allons marquer une pause, le temps de raccompagner justement nos invités.